Dans ce deuxième chapitre, nous allons parler d'électrostatique. Et donc nous allons introduire les notions de charge, les notions d'interaction entre charges. Nous allons voir comment on peut formaliser toutes ces interactions et les décrire, et pour en déduire les propriétés qui en découlent. Donc la finalité de ce chapitre est de décrire les interactions qui s'exercent entre les charges électriques, ou qu'une charge électrique exerce sur son environnement. Et donc pour arriver finalement aux interactions que vont faire les particules chargées entre elles. Pour arriver à cette finalité, eh bien nous devrons définir les grandeurs physiques associées aux charges qui permettront de décrire ces interactions. Donc le plan de ce chapitre est le suivant, donc les charges électriques, force électrostatique, champ électrostatique, énergie potentielle électrostatique, potentiel électrostatique, les relations entre champ et potentiel. Ensuite on passera à une échelle supérieure et on s'intéressera à des distributions de charges, pour finir avec des distributions particulières que sont le condensateur plan, puis le dipôle électrique. Alors, deux exemples d'application de ces notions d'électrostatique. Premier exemple, les membranes biologiques. Les membranes biologiques sont des milieux isolants qui sont placés entre deux milieux conducteurs. La membrane elle-même, les lipides sont isolants, et puis de part et d'autre on trouvera l'eau, c'est-à-dire un milieu conducteur. Donc, cette membrane biologique est faite de la même façon qu'un condensateur. Et ces membranes permettent donc des séparations de charges. Alors, ces membranes contiennent des canaux ioniques qui vont permettre un certain échange et qui vont permettre de maintenir une différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça se fera grâce à de l'énergie chimique. Donc, cette différence de charge entre intérieur et extérieur va amener à l'existence d'un champ électrostatique au niveau de la membrane. Et ce champ électrostatique va avoir une influence pour guider les échanges ioniques au niveau de la membrane. Le deuxième exemple concerne les protéines. Les protéines sont formées d'acides aminés. Certains de ces acides aminés sont chargés. Et donc, si on regarde globalement la surface d'une protéine, on trouvera une répartition de charges qui n'est pas uniforme, même si l'ensemble des charges peut être nul. Donc on pourra avoir des morceaux de surface chargés positivement, d'autres morceaux chargés négativement. Et cette répartition va guider les interactions intermoléculaires qui sont essentielles, en particulier lors des voies de signalisation. Donc une surface un petit peu positive d'une protéine va chercher à interagir avec une surface un peu négative d'une autre protéine. Et un mécanisme très fréquent dans les voies de signalisation, ce sont les phosphorylations des protéines. Donc lors d'une phosphorylation, on rajoute à la surface de la protéine une charge négative. Et très souvent, ces phosphorylations ont lieu en cours d'activation. Et l'existence de cette charge négative va modifier les interactions de cette protéine avec d'autres partenaires protéiques. Nous allons commencer donc la première partie sur l'électrostatique en démarrant dans un premier paragraphe par définir les charges électriques. L'aspect discontinu qui a été nécessaire pour décrire la matière a été essentiellement développé à partir de l'électron qui est un constituant universel de la matière. Plusieurs expériences ont conduit à démontrer l'existence de l'électron. En particulier, l'électron a été introduit en 1874 pour expliquer la conductivité électrique des liquides. Ensuite, l'électron a aussi été décrit par Perrin et Thomson à partir des recherches sur la décharge électrique de gaz raréfiés et l'étude des rayons cathodiques. Toutes ces expériences ont permis dans un premier temps de déterminer la charge spécifique des particules, c'est-à-dire le rapport charge sur masse, Q sur M. Un peu plus tard, Millikan a fait des expériences qui ont permis de mesurer la charge absolue d'un électron, petit e,
Et donc à partir de là, on a pu déterminer la masse de l'électron. Donc on a mis en évidence la quantification de la charge. On a montré que toutes les charges électriques étaient des multiples d'une charge élémentaire E, et que cette charge élémentaire vaut 1,6 10-19 coulombs, le coulomb étant l'unité du système international pour les charges. On a pu déterminer la masse de l'électron. Cette masse, donc, c'est 9,1 10-31 kg, c'est-à-dire c'est une masse qui est 2000 fois plus petite que la masse du proton. Et il a été montré que dans la matière, il y a deux types de charges. L'électron, qui a une charge négative et qu'on trouve en orbite autour du noyau, dont la dimension est à peu près de l'angstrom. Et puis les protons de charge positive, qui, eux, font partie du noyau, dont la dimension typique est de l'ordre de 10-4 mètres ou de 10-4 angstrom. Alors tout le monde connaît bien ces expériences simples qu'on appelle électrisation par frottement, qui permettent de faire apparaître des charges électriques par frottement. Par exemple, lorsqu'on frotte un bâton de verre contre un drap, on va faire apparaître des charges positives sur le verre. D'autre part, si on frotte un bâton d'ébonite sur une peau de chat, on obtient des charges négatives. Et ce qui est important de voir, c'est que la charge dans un système fermé est conservée. C'est-à-dire que si on a un système isolé, la somme totale des charges présentes dans ce système va être une constante, quelles que soient les transformations que va subir ce système. Alors on peut le montrer au niveau des expériences simples de frottement. Si on crée des charges plus au niveau du verre, on va faire apparaître des charges moins au niveau du drap. La notion de cette définition de charge permet aussi de définir une nouvelle grandeur fondamentale qui va représenter le transport de charge électrique, et cette grandeur, c'est l'intensité du courant. Et cette intensité, grand I, se définit donc comme la variation de charge par unité de temps, c'est-à-dire dQ sur dt. La grandeur de cette nouvelle grandeur, c'est une intensité. Son unité dans le système international, c'est l'ampère. Et donc, si vous regardez les équations aux dimensions, la charge, Q, c'est une intensité que multiplie un temps. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux forces électrostatiques et nous intéresser aux interactions à distance entre charges ponctuelles. Alors ces interactions ont été décrites grâce à la loi de Coulomb en 1785, et en fait cette loi a été établie à partir d'expériences qui n'étaient pas très précises, mais qui ont été guidées aussi par l'analogie avec la gravitation. Et sur le schéma sont représentées ces forces. Donc vous avez deux charges, Q1 et Q2, et vous savez que deux charges, si elles sont de même signe, elles vont se repousser, alors que si elles sont de signes opposés, elles vont s'attirer. Et donc ce qu'on a représenté ici sur ce schéma, c'est le cas où les deux charges sont de même signe. Et donc la charge Q1 induit sur la charge Q2 une force qu'on a notée F indice 1, 2. Et inversement, la charge Q2 induit sur Q1 une force qu'on note ici F indice 2, 1. Et le vecteur U12, c'est le vecteur unitaire porté sur l'axe Q1, Q2 et orienté de 1 vers 2. Et ce que la loi de Coulomb montre, c'est que d'une part, donc ces forces sont opposées et égales, donc les deux vecteurs sont opposés, c'est-à-dire F12, le vecteur F12 est égal à moins le vecteur F21, et que l'amplitude de ces forces, c'est-à-dire la norme des vecteurs F12, est égale à la norme du vecteur F21, et c'est égal à une constante K fois la valeur absolue du produit des charges Q1, Q2, sur la distance au carré, R au carré, R étant la distance entre les charges Q1 et Q2.
Et puisque cette force est portée par le vecteur unitaire U indice 1, 2, on peut écrire la force d'une façon vectorielle. Donc le vecteur F12 est égal à la constante fois le produit des charges Q1, Q2 sur la distance au carré R2 fois le vecteur U12. Et cette force F12 est égale à moins F21. Donc ça, c'est la loi de Coulomb. Donc on l'a déjà dit, R représente la distance entre les deux charges. K est une constante qui a une unité. Et pour simplifier, on va dire que K est égal à 9 10 puissance 9 SI, c'est-à-dire l'unité dans le système international. On peut aussi exprimer K en fonction de la permittivité du vide epsilon 0, et K vaut 1 sur 4pi epsilon 0. Et donc vous voyez que cette force dépend de la distance, mais décroît avec la distance en 1 sur R2, et forcément elle est aussi proportionnelle aux charges qui sont impliquées. Alors passons maintenant au champ électrostatique. Si on regarde la loi de Coulomb, a priori elle est symétrique en 1 et 2, mais on peut essayer de l'écrire de façon dissymétrique entre 1 et 2 en s'intéressant plus particulièrement à l'action de la charge 1 sur la charge 2. Et pour ce faire, on écrit le vecteur F12 en mettant tous les termes qui concernent 2 d'un côté et ceux qui concernent 1 de l'autre, c'est-à-dire qu'on écrit vecteur F12 est égal à Q2 fois 1 sur 4pi epsilon 0 fois Q1 sur R2 et fois bien sûr le vecteur U12. Ce qu'on peut mettre aussi sous la forme F12 égale à Q2 fois un vecteur E1 qui dépend de R et qui ne dépend pas de la charge Q2. Et par cette forme, on arrive à la définition du champ électrostatique créé par la charge en un point M. Et donc cette force électrostatique a pour expression vecteur E, qui dépend du vecteur R, est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 fois Q sur R2 fois le vecteur U. Et U représente donc le vecteur unitaire entre la charge Q et le point M. Et donc vous avez représenté sur le petit schéma ce champ électrostatique E créé en M par une charge Q qui dans ce cas a été choisie comme positive. Donc vous voyez que le vecteur E va de O vers M et donc avec la distance R entre les points O et M. L'unité dans le système international du champ électrostatique, ce sont des volts par mètre, donc V divisé M. Donc le champ électrostatique, c'est une propriété de l'espace induite par la présence d'une charge Q située en haut. Et l'effet de ce champ va être d'induire une force sur une charge Q2. Il y a une notion d'additivité dans ce champ électrique, dans ce champ électrostatique. Alors considérons maintenant une charge grand Q située en un point M, et puis une distribution de charge Q indice I située dans des points appelés M indice I, et on appellera RI la distance MMI. Et puis on notera UI, le vecteur unitaire entre MI et M, et orienté de MI vers M. Donc chacune de ces charges QI va créer un champ électrostatique, et donc chacun de ces champs électrostatiques va induire une force sur la charge grand Q qui est située en M, et donc on va appeler FI la charge induite par le champ électrostatique créé par la charge QI, et donc la force résultante est forcément la somme des forces FI, donc vecteur grand F est égal à la somme sur tous les I de FI, et c'est égal à la somme sur tous les I de 1 sur 4pi epsilon 0, petit QI grand Q sur RI au carré,
fois le vecteur UI. Et on peut écrire ça sous la forme grand Q fois le vecteur E. Donc grand Q peut être sorti de la somme. Et donc le vecteur E représente tout le reste. Alors on peut dessiner ce schéma dans le cas de deux forces. Donc ici vous avez deux forces, dans le cas de deux charges, des charges Q1 et Q2 placées respectivement en M1 et M2. Et on a choisi le cas où Q1 est positif, Q2 est négatif. Et puis dans le point grand M, on va placer la charge grand Q. Donc M1 crée un champ électrostatique en grand M, qu'on a noté E1, et qui est donc orienté de M1 vers M, puisque Q1 est positif. De même, la charge Q2 crée un champ électrostatique E2 au point M. Cette fois-ci, Q2 est négatif, donc E2 est orienté de grand M vers grand M2. Et chacun de ces champs va être additionné pour faire le champ résultant, grand E, qui est donc montré sur ce schéma. Et donc grand E, ça se déduit de l'expression précédente, c'est donc la somme sur tous les I de 1 sur 4 pi epsilon 0, QI sur RI au carré fois le vecteur UI. Donc a priori, c'est relativement simple de calculer ce champ électrostatique créé par une distribution de charge QI en un point M. Mais en même temps, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une somme vectorielle. Donc, quand on a deux charges, c'est relativement simple. Quand on va avoir n charges, une somme vectorielle n'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Donc, on peut définir les lignes de champ. Et ce qu'on appelle les lignes de champ, ce sont des lignes pour lesquelles le champ électrostatique est tangent en tout point de ces lignes. Donc schématiquement, pour une seule charge, c'est simple. Donc vous avez à gauche le cas de la charge positive, Q. Donc on a vu que le vecteur E est porté par un vecteur qui est issu de la charge. Donc les lignes pour lesquelles le champ est toujours tangent sont tout simplement les droites qui partent depuis la charge Q et qui vont vers l'extérieur. Alors de même si la charge est négative, mais l'orientation de ces lignes dépend du sens de E et donc du signe de Q. Donc elles vont vers l'extérieur lorsque la charge Q est positive et elles vont vers l'intérieur lorsque la charge Q est négative. On peut constater que ces lignes de champ ne peuvent pas se couper, sauf en des points où les charges sont situées, c'est ce qu'on voit sur les figures ici, ou encore en des points où la charge s'annule. Maintenant, nous allons considérer l'énergie potentielle électrostatique. Et on va introduire cette notion d'énergie potentielle dans le cas simple de l'interaction entre deux charges ponctuelles. Et on va considérer le champ électrostatique créé par Q1 en tout point, pour commencer. Donc, le champ électrostatique, on l'a vu précédemment, créé par la charge Q1 à une distance R, s'écrit vecteur E1, fonction du vecteur R, est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 sur R2, vecteur U. Et maintenant, on va placer en un point A une charge Q2, et cette charge Q2 va donc être soumise à une force, F indice 1, 2, et on l'a vu précédemment, cette force est donnée par la loi de Coulomb, c'est-à-dire F12 est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R2 fois U, où R est égal à la distance entre les points O et le point A, et le vecteur U est orienté suivant OA. Donc, par l'effet de cette force, la charge Q2 va se déplacer du point A vers un point B, ce qu'on représente schématiquement sur cette figure ici. Donc en haut, la charge Q1, en A, initialement la charge Q2,
et cette charge Q2 va bouger de A vers B. Alors on a dessiné le cas où les charges Q1 et Q2 sont toutes les deux négatives. Donc on voit que la force est répulsive. Donc F12 va amener la charge de A vers B pour l'éloigner du point O. Et le vecteur E1, donc le champ électrostatique, lui, il est orienté de M vers O. Et nous allons donc écrire le travail nécessaire pendant ce déplacement. Donc on va d'abord considérer un petit déplacement. Donc on considère une petite portion dl et on va déplacer la charge Q2 sur cette petite portion. Et donc par définition du travail, le travail de la force électrostatique va être égal à delta W est égal au produit scalaire entre les vecteurs F12 et dl. Donc à partir de là, on peut s'intéresser au travail total pour aller du point A vers le point B. Et ce travail total, ça va être l'intégrale de A vers B du travail élémentaire delta W. Alors le travail élémentaire delta W, on peut l'expliciter en remarquant que donc on va écrire que F12 c'est l'expression écrite au-dessus. Donc on va faire apparaître 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sur R2. Et le déplacement et le produit scalaire, ça va être le produit scalaire des vecteurs U par les vecteurs dl. C'est-à-dire c'est tout simplement égal au déplacement élémentaire dr non vectoriel, puisque U et dl sont parallèles. Et donc finalement cette intégrale, on peut l'écrire comme, on peut sortir les constantes de l'intégrale, donc on va écrire WAB est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2, intégrale de 1 sur R2 dr à prendre entre A et B, et l'intégrale de 1 sur R2, c'est moins 1 sur R, à prendre entre A et B, d'où on trouve le terme de 1 sur RA moins 1 sur RB. Donc c'est une petite intégrale que vous pourrez refaire vous-même, mais qui n'est pas très difficile. Et donc on constate par cette expression que finalement le travail pour aller de A vers B dépend uniquement du point de départ A et du point d'arrivée B, c'est-à-dire que ce travail ne dépend pas du chemin suivi. Et dans ce cas, on appelle ça, on dit que la force qui induit ce travail est une force conservative. Et on sait que cette force dérive d'un potentiel, et donc on pose delta W est égal à moins une variation d'énergie potentielle, D de EP, et on peut écrire que le travail nécessaire pour aller de A à B, donc WAB, c'est la différence d'énergie potentielle EPA moins EPB. Et donc ça nous amène à définir une énergie potentielle dont dérive la force électrostatique. Et forcément, ce qui est intéressant, c'est la différence d'énergie potentielle, c'est la différence qui a une signification physique. Donc cette énergie potentielle sera définie à une constante près. Et donc l'énergie potentielle de la charge Q2 dans le champ électrostatique créé par la charge Q1 peut s'écrire EP indice R égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 Q2 sur R plus une constante. Donc pour bien préciser les choses, 1 sur 4 pi epsilon 0 c'est une constante qui est devant, Q1 Q2 sont au numérateur, R est au dénominateur. Alors à partir de l'expression de cette énergie potentielle, on peut faire quelques remarques. Alors tout d'abord, on voit que cette expression est symétrique en Q1 et Q2, et cette symétrie traduit tout simplement que cette énergie potentielle est une énergie potentielle d'interaction entre Q1 et Q2. L'énergie potentielle s'exprime en joules, notée grand J, c'est l'unité du système international.
Et en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, on peut montrer que le travail de la force est égal à la différence en énergie cinétique entre le point d'arrivée et le point de départ. Donc, WAB est égal à EC de B moins EC de A. Et donc, l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, est donc quelque chose qui se conserve dans ce cas-là. Autre remarque, s'il n'y a pas d'autre influence que celle décrite ici, la charge Q2 va se déplacer pour diminuer cette énergie potentielle. Et dernière remarque sur cette forme, chaque fois que cela sera possible, on considérera que la constante est nulle, pour simplifier le calcul. Définissons maintenant le potentiel électrostatique. Et comme pour la force électrostatique, on va maintenant dissymétriser l'expression de l'énergie potentielle d'interaction. Et donc on peut écrire l'énergie potentielle EP sous deux formes un petit peu différentes. Tout d'abord, on peut écrire que EP de R est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 sur R fois Q2, et donc mettre cette forme sous la forme d'un produit entre Q2 et d'un terme qu'on va appeler grand V1 de R. Ou inversement, la ligne du dessous, on peut écrire EP de R est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q2 sur R fois Q1, et cette fois-ci mettre EP sous la forme de Q1 fois un terme qu'on va noter grand V2 sur R. Donc, sous cette forme-là, on voit apparaître cette expression grand V de R, qui est définie de façon générale, V indice I de R, qui pourrait être 1 sur 4 pi epsilon 0 QI sur R. Et cette quantité grand V, c'est ce qu'on appelle le potentiel créé par la charge QI à une distance R. Alors, comme pour l'énergie potentielle, le potentiel lui-même est défini à une constante près. Et tant que ce sera possible, on choisira cette constante égale à 0. Et donc, de façon plus générale, vous voyez que le potentiel créé par une charge Q à la distance R, donc on le notera, V de R, est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur R plus une constante. L'unité de ce potentiel électrostatique, c'est le volt dans le système international. On peut définir des surfaces équipotentielles. Donc une surface équipotentielle, c'est tout simplement le lieu des points X, Y, Z de l'espace pour lesquels le potentiel V est le même, c'est-à-dire V de X, Y, Z est constante sur cette surface. Lorsqu'on a affaire à une charge ponctuelle, c'est simple, puisque le potentiel dépend de 1 sur R. Donc avoir un potentiel constant revient à avoir R constant. Et R constant, c'est tout simplement l'équation d'une sphère centrée sur la charge. Donc les surfaces équipotentielles créées par la charge Q sont donc des sphères centrées sur la charge Q. Et les lignes de champ sont donc perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Donc ce sont les lignes de champ créées par la charge Q. Je vous rappelle que ce sont les droites issues de Q. Et ici on a représenté un cas où Q, la charge Q est positive. Donc les lignes de champ sont orientées vers l'extérieur. Et on peut constater que les lignes de champ sont orientées vers les valeurs de V décroissant, puisque donc V varie en 1 sur R, donc V diminue quand R augmente, à condition que Q soit positif. Donc ici, les lignes de champ vont bien vers les V décroissants, vers l'extérieur. Si maintenant on avait une charge négative, vous pouvez faire le même dessin. Les surfaces équipotentielles seraient aussi des sphères centrées sur Q. Les lignes de champ seraient aussi perpendiculaires, mais cette fois-ci, les lignes de champ seraient orientées vers la charge Q. Et ce serait logique,
puisque le potentiel V, à ce moment-là, diminue quand R diminue, puisque Q sur R, avec Q négatif, V diminue quand R diminue. Alors l'autre propriété importante aussi pour ce potentiel électrostatique, c'est à nouveau la notion d'additivité. Et si maintenant on place une charge grand U en M et plusieurs charges, une distribution de charges QI dans les points MI, toujours avec MI, M est égal à RI, eh bien le potentiel résultant, V de M, ça sera la somme de tous les potentiels, c'est-à-dire la somme sur toutes les charges I de 1 sur 4pi epsilon 0 fois QI sur RI, plus toujours une constante. Alors à nouveau, pour être bien clair, 1 sur 4pi epsilon 0, c'est la constante, QI est au numérateur et RI est au dénominateur. Alors maintenant, contrairement au champ électrostatique, pour le potentiel électrostatique, vous voyez que cette somme est une somme de scalaires. Donc c'est une somme qui est plus facile à manipuler que la somme de vecteurs qu'il fallait faire pour avoir le champ électrostatique. Et donc si on sait relier le champ électrostatique et le potentiel électrostatique, à ce moment-là, on a tout intérêt à calculer d'abord le potentiel par cette somme de scalaires, et ensuite à déduire le champ électrostatique. Et donc ça, c'est l'objet du prochain paragraphe. Nous allons voir comment on peut relier le potentiel et le champ électrostatique. Donc sur ce petit schéma sont représentées les lignes de champ et deux surfaces équipotentielles, une surface qui correspond au potentiel V et une surface qui correspond au potentiel V plus dV. La distance entre ces deux surfaces correspond à un petit élément de déplacement dl. On a représenté une ligne de champ donc perpendiculaire à ces surfaces équipotentielles et orientée dans le sens des V décroissants. Donc le potentiel augmente entre V et V plus dV. Donc ça, c'est une figure tout à fait générale. Et de ce fait, on peut écrire le travail de la force électrostatique sous la forme delta W. Donc toujours le travail, c'est la force que multiplie le déplacement, donc c'est un produit scalaire entre deux vecteurs. Donc la force, c'est QE. Le déplacement, c'est dl. Donc, le produit scalaire, donc le travail delta W est égal au produit scalaire QE fois dl. Et donc, ce travail élémentaire, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle, donc moins D de EP, c'est-à-dire c'est moins Q D de V, la variation du potentiel, puisque EP est égal à QV, donc la variation d'énergie potentielle, c'est moins Q dV. Et donc finalement, dV, on voit que dV est égal à moins E scalaire dl. Si dV est nul, alors puisque c'est un produit scalaire, un produit scalaire nul veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires, donc le vecteur E est perpendiculaire au vecteur dl. Alors de façon générale, on peut écrire la variation du potentiel, donc dV, lors d'un déplacement dl, donc un déplacement qui aurait pour composante dx, dy, dz, sous la forme d'une somme dV est égale à dérivée partielle de V par rapport à x dx, plus dérivée partielle de V par rapport à dy, dy, plus dérivée partielle de V par rapport à z dz. Et vous voyez que cette façon d'écrire dV ressemble à un produit scalaire de deux vecteurs, l'un qui serait dl, avec un vecteur qu'on appelle le gradient de la fonction V,
Et ce vecteur gradient de V aurait pour composante dérivée partielle de V par rapport à X, dérivée partielle de V par rapport à Y, et dérivée partielle de V par rapport à Z. Et en ayant défini ce vecteur gradient, eh bien la variation dV est donc égale au produit scalaire entre le gradient de V par le déplacement dl. Alors comme d'autre part on a vu que le produit, la variation dV est égale à moins E scalaire dl, donc on en déduit que le vecteur E, le champ électrostatique, peut s'écrire moins gradient de V. Et donc on a relié le champ électrostatique avec le potentiel électrostatique. Alors les propriétés de ce vecteur gradient, il y en a plusieurs. On retrouve que le vecteur gradient est perpendiculaire aux équipotentiels. En effet, si dV est nul, à ce moment-là, le gradient de V est perpendiculaire à dl. Il est dirigé suivant la direction donnant la plus forte variation de V. Cette fois-ci, pour avoir un dV maximal, il faut que le gradient de V et dl soient parallèles. Et enfin, il est orienté dans le sens des V croissants. Alors il faut se rendre compte que cette notion de vecteur gradient, c'est une notion très importante parce qu'elle est tout à fait générale et qu'en fait un vecteur gradient d'une certaine quantité, c'est une façon de décrire les variations de cette quantité dans l'espace, puisque ces composantes sont les dérivées partielles par rapport aux trois composantes de l'espace. Et ça va être utilisé un petit peu partout, par exemple dans le cas de la pression atmosphérique. On va pouvoir définir le gradient barométrique. On peut aussi l'utiliser dans des cartes géographiques par rapport aux courbes d'égale altitude, qui serait l'équivalent des isopotentiels qu'on vient de voir ici. Donc chaque fois que vous avez une grandeur qui varie en fonction des points de l'espace, la notion de vecteur gradient est une notion très utile et une façon très commode pour représenter les variations de cette grandeur. Alors maintenant, nous allons compliquer un petit peu la situation et considérer plusieurs charges plutôt que d'avoir une seule ou deux charges. Et si on a plusieurs charges, on a plusieurs façons de les répartir. On peut avoir une distribution discrète de charges, donc des charges définies en des points bien particuliers, ou on peut avoir une distribution continue. Dans le cas d'une distribution continue, on va définir différentes grandeurs. Si la répartition de ces charges se fait selon une ligne, à ce moment-là, on va définir lambda qui est égal à dq sur dl, qui va représenter la densité linéique de charge, donc la quantité de charge par unité de longueur. Si ces charges sont réparties sur une surface, on va définir la densité surfacique sigma comme étant dq sur ds, donc la répartition de charge par élément de surface. Et enfin, si la répartition se fait dans un volume, à ce moment-là, on va définir la densité volumique, c'est-à-dire ρ, qui est égale à dq sur dv, donc la quantité de charge par élément de volume. Dans tous les cas, ces répartitions vont conduire à un champ et un potentiel électrostatique en un point M, donc qui sera E de R et V de R. Et dans tous les cas, si on arrive à calculer le potentiel électrostatique, on pourra aborder calculer le champ électrostatique par la relation E égale à moins gradient de V. Et je vous rappelle que c'est plus intéressant de faire dans ce sens, puisque le calcul de V fait intervenir des sommes scalaires, et donc est presque toujours plus facile que le calcul direct de E. Donc maintenant, à partir de cette distribution de charges, on va considérer une charge Q
qu'on place en un point M, quelque part dans l'espace. Et donc cette charge Q va être soumise à une force électrostatique qui provient de cette distribution de charge. Et donc on pourra écrire que la force électrostatique F, donc le vecteur F est égal à Q fois le vecteur E, qui est donc le champ électrostatique induit par la distribution de charge. De même, son énergie potentielle sera définie par EP est égal à Q fois V de R, donc V étant le potentiel défini par la distribution de charge. Et donc ces deux relations de force et d'énergie potentielle vont nous permettre de décrire toutes les propriétés de l'espace créées par une distribution de charge quelconque auquel est soumis la charge Q. Donc on va prendre un exemple de distribution de charge particulière et on va considérer un plan infini chargé en surface. Donc pour ce plan, on va définir la densité surfacique, sigma, et on va considérer le cas où la distribution de charge est constante. Donc, par symétrie, par un raisonnement en utilisant la symétrie, on peut en déduire que le champ en tout point de l'espace est forcément porté par la droite xx', qui est perpendiculaire au plan. Et donc si vous prenez deux points symétriques par rapport à ce plan, les champs électriques seront égaux et opposés, portés par cette droite xx', comme c'est représenté sur le schéma ici à droite. Et si la distribution de charge sigma est positive, à ce moment-là, le champ électrique va être orienté vers l'extérieur par rapport aux plaques. Ça, c'est par analogie à ce qu'on a vu tout à l'heure avec deux charges. On peut montrer aussi que dans un cas comme ça, la norme du vecteur champ électrostatique est égale à sigma, la valeur absolue de sigma, sur 2 fois epsilon 0. Et donc, par la relation entre E et V, eh bien, on peut montrer que V de M, en un point M situé à une distance x, est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois la valeur absolue de x, à condition de choisir V égale à 0 sur le plan. Donc dans ce cas, vous voyez que la norme du vecteur champ électrostatique est une constante dans tout l'espace, et le potentiel électrostatique varie en x. Alors la notion du champ électrostatique induit par une plaque nous amène maintenant à définir un condensateur plan. Et avant de définir le condensateur plan, on va compliquer un petit peu par rapport à tout à l'heure, et on va considérer deux plans infinis parallèles, distants de D, et chargés en surface, l'un étant chargé par une charge surfacique plus sigma, et le deuxième étant chargé par une densité surfacique moins sigma. Et si on s'intéresse maintenant au champ électrostatique créé par ces deux plans, alors on peut considérer que le champ électrostatique en tout point, c'est la somme des champs électrostatiques créés par le plan moins sigma et par le plan plus sigma. Et si vous reprenez l'exemple de tout à l'heure, le champ électrostatique plus sigma créé par le plan plus sigma de part et d'autre des plaques s'écarte par rapport aux plaques, alors que le champ électrostatique créé par la plaque chargée moins sigma va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que les champs de part et d'autre se rapprochent ou pointent vers la plaque. Et donc maintenant, si vous faites la somme, vous verrez que à l'extérieur des plaques, les deux champs créés par les deux plaques sont égaux mais en sens opposé, sont égaux et opposés, donc la somme s'annule, alors que le champ entre les deux plaques, les deux champs sont égaux mais de même sens et donc s'additionnent de façon à faire donc ce champ E qui est représenté ici sur la figure. Et donc la norme de ce champ électrostatique est donc égale à valeur absolue de sigma sur epsilon 0 entre les plans
et donc nul à l'extérieur. Et on peut montrer aussi, en faisant le raisonnement analogue, en prenant les plans séparément, que la différence de potentiel entre les deux plans est égale à V. V est égal à sigma sur epsilon 0 fois la distance entre les plans, D. Alors maintenant, on peut en arriver à la vraie définition du condensateur plan. Le condensateur plan est constitué de deux plaques conductrices parallèles, de surface S, distantes de D, l'une avec une charge totale plus Q et l'autre avec une charge totale moins Q. Et sur ces deux plaques, on a une répartition de charge uniforme. Donc c'est à peu près la même chose que le cas précédent, sauf que les plaques sont limitées au lieu d'être des plaques infinies. Et donc par analogie avec ce qu'on a vu pour les deux plans infinis, si on néglige maintenant les effets de bord, on va pouvoir reprendre les mêmes expressions et en déduire que la densité surfacique de charge, sigma, c'est la somme totale des charges divisée par la surface, donc c'est grand Q sur grand S. Et donc, le potentiel, la différence de potentiel entre les deux plaques va être de grand Q sur epsilon 0S fois la distance entre les deux plaques. Donc S est au dénominateur. Alors on va introduire la notion de capacité du condensateur. La capacité va être définie par le rapport entre la charge et le potentiel, donc Q sur V. Et l'unité dans le système international de cette capacité, c'est le farad, qui va être noté grand F. Et donc pour un condensateur plan, la capacité C est égale à epsilon 0S sur D. Maintenant, on peut s'intéresser à l'énergie stockée dans un condensateur. Donc si maintenant la charge passe de Q à Q plus DQ, donc si on fait une augmentation de DQ, eh bien on va faire un accroissement d'énergie potentielle, D de EP, qui sera égal à DQ de V, puisque le potentiel c'est QV. Et donc si on fait intervenir maintenant la capacité, on peut écrire cet accroissement d'énergie potentielle sous la forme dQ fois Q sur grand C. L'énergie stockée, c'est tout simplement l'énergie à fournir pour passer de la charge nulle à une charge grand Q. Et donc ça va être l'intégrale de Q sur C dQ pris entre 0 et grand Q. Et donc l'intégrale de Q dQ, c'est 1/2 de Q2. Et donc vous trouvez que l'énergie stockée, grand W, c'est égal à 1/2 de grand Q au carré sur C, qu'on peut mettre aussi sous la forme 1/2 de grand Q fois V, puisque V c'est Q sur C, ou encore qu'on peut mettre sous la forme 1/2 de C, V au carré. Alors une remarque, c'est que entre les armatures, donc les deux plaques du condensateur qu'on appelle les armatures, on peut trouver un matériau isolant ou diélectrique, et ça va modifier, ce matériau va modifier légèrement la valeur de la capacité. Et en fait, pour tenir compte du matériau, il suffit de remplacer la permittivité epsilon 0, qui est la permittivité du vide, par le produit epsilon 0, epsilon R, où epsilon R est la permittivité relative du milieu diélectrique. Alors pour vous donner quelques exemples de ces valeurs, si on travaille dans l'air, epsilon R c'est 1,0006, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez proche du vide, alors que si on travaille dans l'eau, la permittivité relative est égale à 78, donc très différent. Si maintenant c'est du mica, epsilon R vaut 7, et si maintenant le milieu était une membrane de lipides, epsilon R vaut 8.
Pour terminer ce chapitre sur l'électrostatique, nous allons aborder une notion qui est très importante, qui est la notion de dipôle électrique. Un dipôle électrique, sa définition, c'est simple. On part de deux charges, plus Q et moins Q, localisées à une distance D fixe l'une de l'autre, donc la charge totale étant nulle. Et à partir de ces deux charges, on va définir le moment dipolaire, P, qui est tout simplement le produit Q fois D, où D est le vecteur porté par l'axe entre les deux charges, et D est orienté de la charge moins vers la charge plus. Donc c'est ce qui est représenté sur le schéma ici. Et l'unité dans le système international du moment dipolaire, c'est donc un produit entre une charge et une distance, donc l'unité c'est le coulomb-mètre. Alors c'est une notion importante, et en particulier c'est une notion qu'on va retrouver dans certaines molécules. Et plusieurs molécules, une grande partie des molécules ont des dipôles permanents, et en particulier toutes les molécules pour lesquelles les barycentres des charges positives et des charges négatives sont différents. Et à ce moment-là, c'est comme si on avait une charge moins et une charge plus à une certaine distance. On peut prendre quelques exemples. Par exemple, la molécule de HCl présente un dipôle permanent. Donc, en gros, il y a un excédent de charge positive qui est plutôt localisé vers l'hydrogène et un excédent de charge négative qui est plutôt proche du chlore. Donc, on aura un dipôle permanent avec un moment dipolaire P qui va être donc porté par l'axe HCl et qui sera orienté donc de Cl vers H. Et donc, la valeur de ce moment dipolaire est égale à 3,4 10-30 coulomb-mètre. Un autre exemple, c'est la molécule de CO, donc le monooxyde de carbone, qui lui aussi présente un moment dipolaire, cette fois-ci orienté de l'oxygène vers le carbone. Donc c'est l'oxygène qui présente un excédent de charge négative et le carbone un excédent de charge positive. Et ce moment dipolaire vaut 0,4 10-30 coulomb-mètre. Maintenant, on peut prendre un exemple de molécule à 3 atomes, et le plus simple, la molécule la plus simple, c'est la molécule d'eau, qui elle a un moment dipolaire de 6,2 10-30 coulomb-mètre. La charge, le barycentre des charges négatives se trouve sur l'oxygène, et le barycentre des charges positives se trouve à mi-distance entre les deux hydrogènes, donc c'est quelque chose de symétrique. Donc le moment dipolaire est orienté, est orienté de l'oxygène vers le milieu de l'axe entre les deux hydrogènes. Alors il existe bien sûr des molécules qui n'ont pas de dipôle permanent. C'est toutes les molécules pour lesquelles le barycentre des charges plus et des charges moins coïncident. Typiquement, on peut citer comme exemple la molécule de O2 ou N2 ou H2. Toutes ces molécules-là n'ont pas de moment dipolaire permanent. Mais lorsqu'on leur applique un champ électrique, on peut faire apparaître un moment dipolaire induit, qu'on va noter P est égal à alpha E. Donc le vecteur P est relié au champ électrique. Et alpha s'appelle la polarisabilité. Donc ça caractérise un peu la façon de réagir de la molécule en présence d'un champ électrostatique. Alors on peut s'intéresser maintenant au potentiel créé par un dipôle. Et bien évidemment, je referai la même remarque que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plus facile de s'intéresser d'abord au potentiel et ensuite de s'intéresser au champ électrostatique créé par le dipôle. Puisque, je vous le répète, on va avoir à faire des sommes scalaires au lieu de faire des sommes vectorielles. Alors le potentiel électrostatique créé par un dipôle, on utilise la notion d'additivité et on va tout simplement dire que le potentiel V en un point M
c'est la somme des contributions des potentiels créés par les deux charges. Donc ça va être 1 sur 4 pi epsilon 0, facteur de Q sur BM plus moins Q sur AM. Donc on peut mettre la charge Q en facteur et mettre les deux sommes sur le même dénominateur, et on trouve donc que V de M, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 fois AM moins BM sur le produit AM-BM. Alors on va considérer le cas où la distance R est grande par rapport à la distance D qui est entre les deux charges. Schématiquement, c'est ce qui est représenté sur le schéma ici. Donc vous avez les deux charges situées au point A et au point B, donc moins Q et plus Q, et très 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 loin, le point M, et ce qui veut dire qu'on peut pratiquement considérer que les AM et BM sont presque parallèles et se rejoignent à l'infini. Et donc on peut faire l'approximation que le produit AM-BM est égal à R au carré, puisque à la fois AM et BM sont de la même longueur et sont pratiquement égales à R, et j'appelle R la distance entre le milieu entre A et B et le point M. Et puis vous voyez aussi sur cette petite figure, on peut montrer que la différence AM moins BM, c'est ce qu'on voit apparaître dans le petit triangle rectangle qu'on a dessiné dans la figure, et on peut relier cette différence à la distance petit d et au cosinus θ, et on montre que AM moins BM est presque égal à d cosinus θ. Et donc de cette sorte, on montre que le potentiel au point M créé par le dipôle, V de M, est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q, D, cosinus θ sur R au carré. Et maintenant, si on introduit le moment dipolaire P, eh bien on voit que le potentiel électrostatique V de M est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, que multiplie P cosinus θ sur R2. Et donc on voit que maintenant c'est un potentiel qui diminue en 1 sur R2. Et maintenant qu'on a le potentiel, eh bien c'est simple de s'intéresser au champ électrostatique créé par le dipôle, tout simplement en utilisant l'expression qu'on a montrée au début de ce cours, qui est E est égal à moins gradient de V. Et dans ce cas, pour calculer le gradient de V, c'est plus simple d'utiliser les coordonnées polaires R et θ. Alors les coordonnées polaires, on peut les visualiser sur la figure de dessous. Donc plutôt que de repérer un point par les coordonnées X et Y, on va repérer le point M par sa distance par rapport au point O, donc OM c'est égal à R, et par l'angle que fait OM avec l'axe, avec un des axes, donc c'est θ. Et donc on montre l'expression du gradient dans ce cas-là, montre que la composante de E suivant R, donc E indice R, c'est moins dérivée partielle de V par rapport à R, et si on fait le calcul avec l'expression de V qu'on avait tout à l'heure, on montre que cette composante, elle est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois 2P cosinus θ sur R3, et la composante E de θ qui est perpendiculaire à E de R, par définition du gradient avec les coordonnées polaires, c'est moins 1 sur R dérivée partielle de V par rapport à θ, et on applique donc cette formule et on montre que E de θ c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois P sinus θ sur R3. Et donc une fois qu'on a les composantes E de R et E de θ, vous voyez que sur la figure, pour calculer l'expression, pour remonter au vecteur E, on fait la somme des deux composantes et on montre ce vecteur E. Et on voit aussi que pour un point quelconque, M, ce vecteur E maintenant n'est plus porté par OM.
Alors on voit aussi des cas un peu particuliers, c'est-à-dire si l'angle θ est nul, le sinus θ est nul, donc la composante Eθ est nulle, et par contre le cosinus vaut 1, donc on n'a plus que la composante ER, et on voit par exemple sur la figure, sur le point, au point P1, on est dans le cas où θ est nul, et on voit ce vecteur E qui est maintenant suivant ER. Inversement, si θ vaut pi sur 2, maintenant c'est le cosinus qui est nul, donc il n'y a pas de composante radiale ER, le sinus θ vaut 1, donc il n'y a plus que la composante Eθ qui est la composante tangentielle, et donc ça c'est ce qui est représenté au point P2, qui est le cas où θ vaut pi sur 2. Et donc à partir de cette expression, on peut représenter les lignes de champ. Et vous voyez que maintenant ces lignes de champ, donc je vous rappelle les lignes de champ, ce sont les lignes pour lesquelles le champ électrostatique est toujours tangent à ces lignes. Et donc c'est une figure un petit peu plus compliquée que lorsqu'on avait une seule charge. Et vous retrouvez que les lignes de champ, par exemple, suivent l'axe qui est porté par moins Q plus Q, alors que les lignes de champ vont être perpendiculaires à l'axe qui est perpendiculaire à cet axe moins Q plus Q. Et on constate aussi que ce champ électrostatique varie en 1 sur R au cube. On peut maintenant s'intéresser à l'énergie potentielle d'un dipôle électrique dans un champ électrique et calculer cette énergie potentielle tout simplement en considérant la contribution des deux charges. Et donc EP va être égal à QVB moins QVA, c'est-à-dire à Q facteur de VB moins VA. Et si les points A et B sont proches, alors on va pouvoir écrire que VB moins VA, on va pouvoir considérer que c'est une petite variation de potentiel, dV, et on avait montré précédemment que cette petite variation dV, elle s'écrit sous la forme du produit scalaire entre le gradient de V fois le déplacement, et dans ce cas-là, donc, c'est égal à AB. D'où l'énergie potentielle, qui est donc égale à Q AB scalaire gradient de V. Or, Q fois AB, c'est la valeur du moment dipolaire. Gradient de V, par définition, c'est moins le champ électrostatique. Et donc, l'énergie potentielle s'écrit donc comme le produit scalaire entre le moment dipolaire P fois moins le vecteur E, c'est-à-dire c'est moins PE fois cosinus alpha, où alpha est l'angle entre les vecteurs P et E. Donc on peut représenter ça sur les petits schémas. Donc sur le schéma du haut, vous voyez le champ, représenter le champ électrique E, donc avec les lignes de champ, le moment dipolaire P, qui fait un certain angle avec le champ électrostatique, et d'après l'expression de l'énergie potentielle, vous voyez que pour minimiser cette énergie potentielle, il faut que E s'aligne avec P, et donc il faut alpha égale à 0, et donc cosinus alpha est égal à 1, et de cette façon on minimise l'énergie potentielle, et EP sera égal à moins PE. Nous pouvons donc maintenant résumer les notions importantes que nous avons vues dans ce chapitre. Nous avons vu les caractéristiques des électrons, masse et charge, l'expression de la force électrostatique entre deux charges, c'est-à-dire la loi de Coulomb, le champ électrostatique créé par une charge. Nous avons vu le principe pour passer d'une seule charge à une distribution de charges, et pour faire ça, il faut savoir poser le calcul. Nous avons défini les lignes de champ. Nous avons introduit l'énergie potentielle entre deux charges, et également la forme générale en fonction du potentiel électrostatique.
Nous avons défini ce potentiel électrostatique créé par une charge. Nous avons défini les surfaces équipotentielles. Et puis, nous avons fait le lien entre champ électrostatique et potentiel électrostatique. Ensuite, nous avons vu le condensateur plan. Nous avons vu l'expression de la capacité et le lien avec le potentiel et l'énergie stockée en fonction des paramètres de ce condensateur, c'est-à-dire la charge Q, la capacité et le potentiel V. Et pour finir, nous avons défini le dipôle électrique, nous avons défini le moment dipolaire et nous avons vu comment poser les équations de départ pour calculer le potentiel et le champ électrostatique créé par ce dipôle. Pour finir le chapitre, quelques exercices donc qui pourront éventuellement être corrigés pendant la séance de questions-réponses.